Bonsoir à tous et bienvenue dans ma thèse en synthèse, comme chaque jeudi. Et ce soir, c'est le tour de ma propre thèse en synthèse. Et donc, ainsi, la présentation va aller beaucoup plus vite et je vais aller directement à mon résumé. Dans un contexte de pollution critique, de ressources limitées et de besoins d'énergie toujours grandissants, la fusion nucléaire semble promettre une énergie plus propre et durable que les énergies fossiles, nucléaires compris, utilisées aujourd'hui. Alliant de plus faibles émissions de gaz à effet de serre et une production de déchets nucléaires réduite et à vie plus courte, la fusion peut être une étape cruciale dans la transition énergétique. Une des voies étudiées pour atteindre la fusion nucléaire est le confinement magnétique du plasma de fusion. C'est cette méthode de confinement qui sera mise en œuvre dans le tokamak ITER, en construction à Cadarache. Les études sur les différents tokamaks déjà existants ont montré qu'il y avait une production de poussière au sein de la chambre à plasma du fait de l'érosion des parois par le plasma, très agressive de par sa haute température. Ces poussières sont problématiques car elles peuvent interagir avec le plasma et perturber sa stabilité. La présence des poussières induit aussi une autre problématique de sûreté. En effet, en situation accidentelle de perte de vide dans la chambre du tokamak, on a un risque d'explosion de poussière ou d'hydrogène qui peut entraîner une surpression de la chambre à vide, pouvant conduire à terme à la dissémination de particules contaminées dans l'environnement. Le cadre général de ma thèse s'inscrit dans la problématique visant à étudier les conséquences d'une perte de vide par entrée d'eau sur la mise en suspension des particules présentes dans la chambre à vide. Alors j'espère que vous suivez tout. Vous suivez tous, excusez-moi, j'ai eu quelques MP entre temps. On coupera ça au montage et on arrive sur mon titre. Donc voilà, le titre de ma thèse, c'est l'étude de l'atomisation flash d'un jet d'eau en application à la problématique des poussières au cours d'une perte de vide par entrée d'eau dans ITER. Et ICE étant le nom de la perte de vide par entrée d'eau qui veut dire Ingress of Coolant Event, ou entrée d'eau, tout simplement. Donc à la suite de ça, vous êtes à peu près comme ça, vous êtes tous d'accord avec moi, hein, on est bien. Bon, enfin bref, on va commencer par mon parcours d'études. Donc j'ai fait un bac S en SPSVT, très intéressant pour la suite de mon parcours, vous avez pu le remarquer. Un DUT génie thermique et énergie, que j'ai continué sur une licence en génie des systèmes industriels et maîtrise de l'énergie, qui allait sur le master du même nom, et en dernière année on m'a proposé de faire un double master, avec un master énergie fluide environnement qui était plus axé recherche. Donc, alors, le titre de la thèse, on va le décortiquer en quelques parties. En fait, c'est une étude sur de la sûreté nucléaire, plus spécifiquement la sûreté nucléaire dans les réacteurs de fusion nucléaire, dont ma spécialité va être la mécanique des fluides, et on va traiter justement de tout ce qui est poussière et aérosol, qui est la problématique générale de la problématique des poussières dans ITER. Donc, j'ai fait ma thèse à l'IRSN. L'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. C'est basiquement l'expert public français du nucléaire. Donc, il fait de la recherche et de l'expertise dans les différents domaines du nucléaire, qui ça peut aller du côté de la biologie, comme de mon côté plutôt sûreté nucléaire et la sûreté des réacteurs, et propose différents avis et rapports publiquement aux autorités, donc comme l'ASN, qui est l'autorité de sûreté nucléaire, qui décide de pas mal de choses dans le nucléaire. Donc, parmi les rapports, on a eu le rapport que vous connaissez peut-être de l'EPR de Flamanville sur des problèmes de soudure et aussi plusieurs rapports sur le stockage des déchets à long terme avec le laboratoire de Bure. Donc maintenant que vous savez à peu près où j'ai travaillé, on va dégrossir un peu le sujet du nucléaire. Donc on va parler d'abord du nucléaire un peu, ce que j'ose dire classique, qui est la fission nucléaire. Donc la réaction de fission nucléaire, c'est quand on va casser des noyaux lourds, comme de l'uranium, basiquement, pour produire de l'énergie. Donc on va casser ces noyaux, on va obtenir des noyaux plus légers et de l'énergie, et c'est comme ça que fonctionnent toutes nos centrales nucléaires en France, et comme la plupart toutes les centrales de production d'énergie, à vrai dire, nucléaires, si je ne me trompe pas. On a plusieurs technologies, mais nous en France, on n'a qu'une seule technologie qui est le réacteur à eau pressurisée, et donc je ne vais pas étaler plus là-dessus. Donc les différentes problématiques, c'est donc la production des déchets nucléaires à vie plus ou moins longue, comme j'ai dit avec les problématiques de stockage de ces déchets, et les risques d'accidents qu'on a pu avoir, qui sont en partie dus au fait que tout le combustible est directement stocké dans la cuve, et que dans le cas d'un emballement, ce qu'il y a pu avoir par exemple à Tchernobyl, à Fukushima, on a des risques assez grands
détruire l'installation et de polluer ce qu'il y a autour. Donc c'est tout ce que je vais vous dire à peu près sur le nucléaire. Si vous voulez aller plus loin et que vous ne connaissez pas forcément, bon, je vous conseille évidemment la chaîne du Réveilleur et tout son dossier sur le nucléaire qui ne doit pas encore être terminé d'ailleurs, qui était d'ailleurs le dernier intervenant des lives du Vortex. Et aussi il y a Tristan Camin et son Twitter qui parle très régulièrement du nucléaire et des sujets de comment dire des sujets d'actualité. Donc là, par exemple, la fermeture de Fessenheim et autre chose comme ça. Donc c'est super intéressant. Si jamais vous êtes curieux sur tout ce qui est nucléaire et ce qui se passe, je vous conseille déjà ces deux chaînes qui sont très qualitatives. Donc maintenant, j'ai parlé de fission, mais maintenant moi je parle de fusion parce que je parle de réacteur à fusion nucléaire. Donc le réacteur, la fusion nucléaire, c'est le principe assez inverse de la fission nucléaire. En fait, on prend des noyaux très légers et on les fusionne en noyaux plus lourds pour produire de l'énergie. C'est ce qui se passe dans les étoiles, sur le Soleil, c'est ce qu'on appelle pour les étoiles de cette taille, c'est ce qu'on appelle la fusion à 4 protons, c'est l'image de gauche. On va avoir d'abord 4 protons au début, et par différentes réactions de fusion, on va arriver à de l'hélium, et une production très importante d'énergie. Sauf que nous, sur Terre, en fait, on ne peut pas obtenir des conditions aussi fortes que sur le Soleil, et donc on ne va pas pouvoir faire de la fusion à 4 protons. Alors nous, ce qu'on fait, on fait différents types de fusion, et la fusion la plus efficace, c'est ce qu'on appelle la fusion deutérium-tritium, où on a un atome de deutérium qui est donc en fait ce sont deux isotopes d'hydrogène. Donc on a le deutérium qui est un proton avec un neutron à côté, et on a le tritium qui est un proton avec deux neutrons à côté. Quand le deutérium il est facile à trouver un peu partout dans l'eau en fait, aux alentours, dans les océans, le tritium en fait il est radioactif et il a une demi-vie qui est de l'ordre de 10 à 15 ans, ce qui fait qu'on ne peut pas stocker du tritium. Et en plus, vu qu'il est radioactif, on a besoin de... enfin, on peut pas accumuler du tritium, je veux dire, on peut le stocker, hein, mais temporairement. Et donc, comme je disais, le tritium, étant donné que c'est radioactif, c'est justement une des parties des problématiques que dont je vais vous parler plus tard. Donc bref, nous, ce qu'on fait dans nos réacteurs à fusion, c'est de la fusion deutérium-tritium pour ITER, mais il y a aussi certains qui fonctionnent en deutérium-deutérium. Bref. Comme j'ai dit, pour avoir des conditions suffisantes et pour avoir des réactions de fusion dans nos réacteurs, on a besoin d'un confinement. Et donc en fait, on a deux gros types de confinement qui sont d'une part le confinement inertiel, donc c'est un confinement qui est fait par exemple par le laser mégajoule qui est à Bordeaux, donc on va envoyer de l'énergie sur une bille de combustible et la faire fusionner de cette manière-là. Et on a le confinement magnétique, qui est celui dans lequel je vais parler aujourd'hui. Donc le confinement magnétique, en fait, on va confiner dans une chambre à vide le plasma, et grâce à des champs magnétiques très intenses, on va pouvoir réussir à le garder à l'intérieur et le garder en vie en quelque sorte. Donc même dans le confinement magnétique, on a plusieurs technologies. L'installation ITER, c'est ce qu'on appelle un tokamak classique, donc c'est un TOR. Donc on va avoir un champ magnétique dans le sens du tore, comme si on faisait le tour d'un donut en quelque sorte, mais aussi dans l'autre sens. Donc on a deux champs magnétiques qui s'ajoutent, qui s'additionnent, et qui nous permettent de confiner le plasma. Si je vous explique ça, c'est parce qu'en fait il y a un autre type de confinement magnétique, qui est celui que je vais montrer à droite, qui est comment on appelle, un stellarator, où en fait, au lieu de faire deux champs magnétiques pour avoir un espèce de champ magnétique torsadé, mais en fait, ils installent les aimants de manière torsadée de base. Donc on n'a qu'une seule liste d'aimants, et ça nous permet d'avoir cet effet d'enroulement qu'on peut voir ici. Et en fait, donc maintenant la fusion nucléaire, en fait, c'est pas nouveau du tout. C'est le premier tokamak qui a été construit en 1950, c'est la photo que vous voyez à gauche, donc c'est un tokamak qui fait à peu près la taille... c'est un tokamak d'établi en fait, donc c'est posé sur un établi, et ça c'est le premier tokamak qui avait été fait en Russie. Et depuis 1950, on a aux alentours de 200 tokamaks qui ont été construits dans le monde. Là, les plus gros tokamaks, les derniers ayant fonctionné, là je vous en ai fait une petite liste, parce qu'en fait ils ont fonctionné, quasiment tous ont eu des updates, des corrections en fait, pour pouvoir aider
à la conception d'ITER, parce qu'en fait, il y a eu des évolutions de technologie et on a trouvé des différentes problématiques. Et donc on a d'abord fait des nouveautés sur les petits réacteurs pour voir si ça fonctionne bien avant de le mettre sur ITER. C'est aussi pour ça que ça met autant de temps, c'est que finalement, j'ai l'impression que tous les 5 ans, on a toujours une upgrade, une update à faire sur ITER pour pallier à certaines problématiques. Et donc c'est pour ça que ça peut mettre du temps. Donc là, les différents réacteurs, là c'est surtout des Européens, on a le français, on a un anglais, français, un allemand. C'est aussi les Allemands qui ont le grand réacteur Stellarator dont j'ai montré plus tôt, et le réacteur JT60 du Japon. Donc, j'ai dit on sait faire de la fusion, on sait faire des réacteurs à fusion, mais c'est pas pour autant qu'on arrive à faire de l'énergie avec la fusion. En fait, le truc, c'est que la plupart du temps, sur tous ces réacteurs-là, on donne de l'énergie pour réussir à garder le plasma en vie. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse. C'est que le plasma nous rende de l'énergie et que ça nous fasse une centrale électrique, tout simplement. Et donc, ceci, ça a évolué sur différentes technologies. En fait, à droite, bon, c'est pas forcément très lisible, mais là, vous avez en point les différents réacteurs, à peu près tous les différents réacteurs que je vous ai montrés plus tôt. Et en fait, il y a la courbe bleue qui est la courbe qu'on appelle le break-even. Donc, c'est le moment où ton plasma te rend plus d'énergie que ce que tu lui donnes, tout simplement. Donc, quand tu as un réacteur qui arrive à aller au-dessus de ça, ça veut dire qu'il peut produire de l'énergie. Et sinon, c'est pas possible. Et tous les réacteurs qui ont été faits jusque-là, ils ont toujours été en dessous. À part, comme j'ai écrit en dessous, le réacteur japonais, le JT60U, qui avait théoriquement la possibilité de produire plus d'énergie que d'en consommer. Mais le seul problème, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas les installations pour traiter le tritium, qui est quelque chose, comme je vous disais, radioactif, donc il faut des installations spéciales. Et du coup, ils faisaient que des plasmas en deutérium. Et donc du coup, il a jamais, étant donné que deutérium tritium, c'est plus facile de récupérer de l'énergie dessus, on va dire simplement, et il a jamais été, comment dire, il n'a pas été au-dessus finalement techniquement du break-even. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'ignition, qui est là et dit pour en gros une récupération d'énergie 5 fois supérieure à l'énergie qui est consommée pour le plasma. En fait, c'est le moment où le plasma, on peut considérer qu'il est à peu près autant entretenu, et donc qu'il ne s'arrêtera pas, et qu'on peut, au lieu d'avoir des pulses de plasma de quelques secondes, voire quelques minutes, on a un plasma continu. Là, on dit qu'il est auto-entretenu ou autothermique selon les personnes, parce qu'en fait, je me suis déjà fait reprendre comme quoi on peut pas dire vraiment auto-entretenu, étant donné que, un peu comme un moteur de voiture, on est obligé d'injecter du combustible à chaque fois et de récupérer derrière ce qui est l'hélium qui est produit. Il y en a qui préfèrent autothermique, avec le fait que le plasma reste à la même température et reste constant. Pour ITER, finalement, là, ce que je vous ai monté à droite, on a l'impression qu'il est pile dans l'ignition, mais en fait, c'est quelque chose qui a quasiment une dizaine d'années, donc maintenant on voit plus ITER un peu en dessous de l'ignition, qui va faire des pulses longs, mais qui ne sera pas en continu. Mais Demo, qui est le réacteur d'après, donc un réacteur encore plus gros, qui est à peu près déjà prêt à être une centrale en fait. Donc ça, on est sur des puissances de 2,5 gigawatts, et quasiment 2 fois une centrale nucléaire classique, ou 1 gigawatt de plus que l'EPR si vous voulez. Et donc là, pour le coup, Demo et tout ça, ce sera pour justement atteindre l'ignition et être quasiment le vrai dernier pas avant l'industrialisation complète. Donc, on va parler un peu plus d'ITER. Donc, ITER, ce que ça veut dire, c'est International Thermonuclear Experimental Reactor, donc le réacteur de recherche thermonucléaire de recherche. Donc ça a pour but, comme je vous ai dit, de valider la production d'énergie par la fusion, parce que même s'il n'atteint pas l'ignition, le but c'est qu'il produise plus que ce qu'il consomme. C'est bien évidemment le plus gros réacteur à fusion qui a jamais été construit. On est quasiment sur un ordre de grandeur sur la puissance dissipée. Donc ITER, il va produire 500 MW, et jusqu'alors, je crois que le jet est le plus gros, et il produisait entre 40 et 60 MW au maximum. Donc c'est en cours de construction, comme vous pouvez le voir sur la droite, c'est une image de toute l'installation ITER,
qui a été prise en octobre 2019. Donc le gros bâtiment central que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le bâtiment tritium, donc qui va justement gérer tout ce qui est produits radioactifs. Et tout le reste, bon, ça va être tout un tas de matériel nécessaire pour faire fonctionner le réacteur. Donc à gauche, je vous ai montré un tableau qui compare ITER et le Soleil, parce qu'on compare souvent ITER et le Soleil pour les raisons de fusion, comme j'ai dit avant. Donc, ce qu'il faut voir, c'est ce qui est plus intéressant, c'est que techniquement, la température qu'il y aura dans le plasma d'ITER, même si parler de Kelvin ou de degrés à ce niveau-là, c'est un peu faire une entorse à la physique, on sait qu'on aura à peu près 10 fois plus, une température 10 fois plus grande dans ITER, dans le centre du plasma d'ITER, que dans le centre du Soleil. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dense. C'est quelque chose qu'on repère aussi sur le rapport entre la puissance dissipée et la masse, et on voit qu'en fait, le Soleil dissipe très très peu et très très mal son énergie par rapport à ITER qui a un rapport beaucoup plus grand, étant donné évidemment que quand on a une sphère, tout ce qui se passe à l'intérieur, il faut que ça atteigne la surface. Et donc en fait, le Soleil, c'est un très gros réacteur, mais le seul truc, c'est que la surface, elle limite complètement ce qu'on peut dissiper, alors que dans un réacteur comme ça, étant donné que c'est fait pour qu'on récupère tout ce qu'on peut, c'est plus optimal. Donc comme je disais, après ITER, ce qu'on va avoir, ça va être le réacteur démo, et le réacteur, un réacteur quasiment à vocation industrielle. Et il y a aussi plusieurs fois été question d'un réacteur qui s'appelait Proto, qui sera encore plus grand. Ça, c'est un peu du lointain, c'est-à-dire que on a appelé ça Proto pour avoir une idée de ce qu'il y aura après, mais pour l'instant, il n'y a pas de plan d'un réacteur qui s'appellerait Proto, contrairement à Demo. Et après, on a aussi la possibilité sur le très long terme, d'utiliser d'autres types de fusion si jamais on fait sauter des verrous technologiques qui nous permettent d'utiliser d'autres matériaux, et des matériaux par exemple qui ne seraient pas aussi radioactifs que le tritium. Mais ça, c'est vraiment dans le lointain. Donc là, on fait une photo vue de dessus du réacteur à droite, et en fait, on voit le cercle qu'on voit sur la droite, c'est là où sera posé le réacteur. Donc c'est quelque chose qui fait, je saurais pas dire, je me souviens plus de tête, mais c'est au moins 30 mètres de diamètre. Quelque chose qui fera 4 étages de haut, c'est un très grand réacteur pour le coup. Donc voilà. Donc maintenant, je vous ai parlé de poussière au début. Et maintenant, je vais vous dire, mais pourquoi est-ce que je vous ai parlé de poussière ? En fait, il s'avère que le plasma, comme je vous dis, qui est à 150 millions de degrés, on a beau le confiner dans un champ magnétique très intense, il est trop énergique, et en fait, il va interagir avec les parois. Et ces parois, elles sont faites en partie en beryllium et en partie en tungstène, comme on peut voir à droite. Et en fait, ces interactions entre les poussières et entre les parois et le plasma, ça va produire donc cette poussière, des poussières de tungstène, des poussières de beryllium qui seront accumulées au cours du fonctionnement du réacteur. Ces poussières, on sait déjà qu'elles sont produites justement grâce aux petits réacteurs dont je vous ai parlé avant, aux plus petits réacteurs dont je vous ai parlé avant, et on a eu différentes campagnes de mesure pour récupérer des poussières sur les différents réacteurs qui existent, et ça a été fait avant moi. Et à la suite de ça, et en connaissant tout ce qui se passe avec ces poussières, il y a une limite qui a été fixée d'avoir quelques centaines de kilos de poussière dans le réacteur au maximum. Donc quels sont les risques qui sont liés aux poussières ? Alors ces risques, il y en a deux gros risques en fait. Le premier risque, c'est le tritium, parce qu'en fait les parois du torse, ça a beau être du métal, ça va agir un peu comme des éponges sur le tritium, car le tritium c'est une toute petite molécule, et ça va pouvoir une petite molécule, et ça va pouvoir du coup rentrer dans les parois et ce qu'on pourrait dire contaminer en quelque sorte les parois. Donc on va avoir tout ce matériau qui va être radioactif à l'intérieur d'ITER et dans les poussières. Et donc ça, c'est le premier risque. Et le deuxième risque, c'est que le beryllium, en fait, c'est extrêmement toxique. Et là, ce que je vous ai montré, c'est les limitations données par l'INRS pour la concentration dans l'air de beryllium, et en fait, elle est inférieure au microgramme par mètre cube. Donc c'est vraiment très peu, et ça, c'est inférieur pour le seuil de toxicité pour l'humain. Donc le problème, c'est que si on a une perte de confinement de cette chambre à vide dans laquelle il y a les poussières, il y a un risque de disséminer toutes ces poussières, et donc un danger direct pour le personnel de l'installation.
c'est pas le genre de chose qui va pouvoir faire des énormes panaches, comme je dis, il y a quelques centaines de kilos. C'est c'est quand même confiné dans un bâtiment fermé. Mais malgré tout, s'il y a une perte de confinement, on va avoir tout ça qui va pouvoir se balader et il faut faire attention. Donc il y a plusieurs incidents qui peuvent mener à cette perte de confinement. Il y a les deux généraux qui sont des deux scénarios de perte de vide. On a la perte de vide par entrée d'air, où tout simplement on va avoir une brèche dans la chambre à vide qui va faire entrer de l'air, tout simplement. Et la perte de vide par entrée d'eau, c'est ce que j'ai étudié, qui est en fait la rupture des circuits de refroidissement, car le tokamak sera refroidi avec de l'eau, les parois du tokamak. Et s'il y a une rupture de ce circuit d'eau vers l'intérieur, eh bien on va avoir tout un tas de phénomènes que je vais vous présenter qui vont pouvoir, qui risquent de mener à une perte de confinement. Et cette perte de confinement, elle sera sans doute faite à cause d'une explosion. Donc en fait, en cas de perte de vide, que ce soit l'entrée d'air ou l'entrée d'eau, on va avoir des interactions entre soit l'oxygène de l'air, soit l'humidité de l'air ou l'eau, tout simplement, en cas d'entrée d'eau. Et ces interactions avec les poussières, avec le métal, ça va être des interactions exothermiques et productrices d'hydrogène. Et donc, étant donné qu'à l'intérieur on avait un plasma qui était très chaud, qui va forcément s'éteindre dans le cas d'une perte de vide, ça va s'éteindre très vite, parce que de toute façon ça va couper la réaction thermiquement. Et bien malgré tout, avec la production d'hydrogène, les parois chaudes et l'oxygène, dans le cas d'une entrée d'air, on risque d'avoir une explosion d'hydrogène directement dans le réacteur. Et dans le cas d'une entrée d'eau, en fait, on va avoir la production d'hydrogène, mais étant donné que la chambre à vide, elle est sous vide, elle n'a pas d'oxygène, on n'a pas de risque d'explosion d'hydrogène. Cependant, étant donné qu'il y a des systèmes de sécurité qui vont ouvrir des vannes dans le cas d'une remise en pression de ce réacteur, mais en fait, tout cet hydrogène-là, il va être balancé dans des réservoirs de décharge, et c'est là qu'on a un risque d'explosion. Et donc on aura des poussières dans le réservoir de décharge, de l'hydrogène et de l'oxygène, et là on a une explosion, et à ce niveau-là, on peut avoir encore une fois perte de confinement des poussières. Et donc, toutes ces phénomènes chimiques qui arrivent, ils dépendent énormément de la mise en suspension des poussières qui sont sur les parois. Et donc voilà la problématique en général. On a les poussières d'érosion qui sont faites par les interactions entre le plasma et les parois. On a, dans le cas d'une perte de vide, des mécanismes de mise en suspension, que ce soit par entrée d'air ou par entrée d'eau. Ces mécanismes de mise en suspension, ils vont faire ce qu'on appelle un terme source de poussière, c'est-à-dire toutes les poussières qui vont être mises en suspension dans le volume, et par les réactions chimiques qu'il peut y avoir avec justement ces poussières, on a un risque d'explosion de poussière et d'hydrogène. Et moi, ce que j'étudie, c'est les mécanismes de mise en suspension. Donc on a déjà des connaissances, comme j'ai dit, sur les poussières qui sont présentes dans le tokamak. On a déjà les connaissances sur les réactions chimiques qui vont se passer, mais on doit mesurer justement tous ces mécanismes de mise en suspension de poussière dans des conditions proches de celles d'ITER. Donc là, je vais vous expliquer globalement comment ça marche, la mise en suspension. Donc la mise en suspension, c'est une compétition entre les forces aéroliques qui vont chercher à mettre en suspension la particule et les forces d'adhésion. Donc c'est présenté à droite avec une particule seule sphérique posée sur une surface. On a un flux d'air qui arrive. On va avoir avec ce flux d'air une portance du frottement qui va pouvoir mener à la mise en suspension. De l'autre côté, on va avoir la gravité qui va chercher à garder la particule en bas. Et on a des forces d'adhésion entre les particules et les parois globalement. Donc on a déjà eu plusieurs thèses à l'IRSN qui ont été faites. Donc on a l'étude des forces d'adhésion d'une particule de tungstène qui est faite par Samuel Payon, qui est encore en thèse actuellement, à vrai dire. Et on a une thèse sur l'étude de la mise en suspension par écoulement d'air à basse pression. Donc cette fois-ci, c'est pas vraiment une entrée d'air, c'est juste qu'on va mettre un écoulement d'air, sauf qu'on ça va être des gaines de test faites exprès pour faire de la basse pression. Donc ça a été fait par Anthony Rondeau, qui était à peu près mon prédécesseur à l'IRSN. Ce qu'on a aussi fait, c'est pas des thèses cette fois-ci, c'est directement fait par des chercheurs, c'est des études donc sur le LOVA, donc la perte de vide par entrée d'air, qui sont des études expérimentales et numériques. Donc à gauche, on a une visualisation qui s'appelle visualisation PIV, je vous en parlerai un petit peu plus tard, où on a une entrée d'air sous vide devant un lit de particules, et là tout ce que vous voyez, toutes les volutes
C'est tout simplement des particules qui sont mises en suspension et tout l'écoulement qui va avec. Et à droite, c'est des calculs CFX, enfin des calculs numériques, qui sont faits pour calculer la vitesse probable, la vitesse du son, enfin la vitesse de l'écoulement en sortie. Donc c'est des écoulements qui sont supersoniques. Et là, ce qu'on a pu mesurer à gauche et comme ce qu'on a pu calculer à droite, on retrouve des vitesses de l'ordre de 800 mètres par seconde, qui sont donc extrêmement rapides, hein, tout simplement. Donc mon sujet de thèse, là je vais vous faire à peu près globalement ce que c'est. Donc c'est de la mécanique des fluides, en diphasique avec de l'eau et de la vapeur, parce qu'on va avoir de l'ébullition, qui sera fait sous vide, avec des poussières, et juste à côté d'un plasma. Donc là on a fait un choix, un moment, on s'est dit, est-ce qu'on va au bout, ou est-ce que je finis ma thèse? Donc là, on a décidé de se concentrer sur tout ce qui est mécanique des fluides, et s'arrêter sur une entrée d'eau sous vide, avec de l'ébullition, et toute cette injection qui va là, et tout ce qui est autour. On a pu faire quelques petites expérimentations avec les poussières, mais c'est vraiment très préliminaire, on n'a pas vraiment obtenu de données scientifiques à proprement parler. Donc, mon travail de thèse a été d'étudier expérimentalement le comportement d'un jet d'eau chaude injecté dans une atmosphère sous vide. Donc, ce jet d'eau injecté sous vide, en fait, il va, comme je disais, il va y avoir une ébullition très forte, et ça va atomiser le jet en plein de fines gouttelettes et un flux de vapeur, et ça on appelle ça le flash boiling. Donc pour ça, on va, vu que c'est expérimental, on va mesurer les caractéristiques du spray qui sont importantes pour la mise en suspension. Je vais séparer en deux parties, on va voir l'ouverture du spray, ou en gros la morphologie du spray, qui va être à quel point le spray va balayer ce qu'il y a devant lui. Donc c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. Ça, on peut le mesurer grâce à l'angle de spray d'une part et la morphologie de l'autre. Et ça nous donnera donc le volume qui est balayé par le spray, et aussi les interactions avec les parois où seront les poussières. Donc c'est pour ça que ça nous intéresse beaucoup. Et de l'autre côté, on a toute la dynamique du flux diphasique, donc c'est-à-dire eau-vapeur, que on va pouvoir mesurer globalement par la vitesse des gouttes. Donc avec tout ça, on va voir la quantité de mouvement de la phase vapeur, donc tout ce qui est, l'énergie mécanique qu'elle possède, qui peut permettre de mettre en suspension les poussières, ainsi que la vitesse de frottement justement avec les poussières, qui est complémentaire pour obtenir des informations sur la mise en suspension. Donc là, je vous présente... non. D'abord, j'ai fait un peu de bibliographie, failli oublier. L'angle de spray, j'ai fait de la bibliographie. On n'a pas déjà de base, on n'a pas de méthode unique pour mesurer un angle de spray à partir d'images. C'est-à-dire qu'on a 3 ou 4 méthodes différentes selon si les mesures sont faites de telle ou telle manière, si c'est de près, si c'est de loin. Même moi, ma méthode, en fait, elle n'a pas été faite encore avant, donc c'est une nouvelle méthode. Même si on obtient des informations qualitatives, c'est plus difficile pour comparer aux autres. On n'a pas d'études qui ont utilisé les mêmes paramètres, donc c'est-à-dire des études du flash boiling avec de l'eau chaude, donc à une température aux alentours de 100 degrés, qui est la température du circuit d'ITER, et un environnement sous vide. On a des choses qui sont sous vide, chaud, mais en fait c'est pas de l'eau, ça va être des fluides de type carburant de fusée, ce que j'ai vu pas mal de fois. Ou alors on va avoir de l'eau chaude, mais ce sera pas sous vide parce que c'est sur des études de fuite de générateurs de vapeur. Donc en gros, c'est ce qui sert à générer de la vapeur dans des centrales nucléaires. Donc c'est très gros système. Et donc du coup, on n'a pas d'équation générale qui peuvent donner l'évolution de la morphologie et de l'angle de spray avec des paramètres adimensionnés. Et du côté des vitesses de gouttes, j'ai eu au total 2 papiers qui donnaient globalement des résultats sur des mesures de vitesse de gouttes. Un en 2007 et en 2014 qui ont été faits juste avec de l'éthanol, donc même pas avec de l'eau. Et à partir de là, avec cette grande bibliographie, on s'est lancé dans les mesures. Et donc pour ça, j'ai conçu en première année, en gros, ce banc d'essai n'existait pas, j'ai conçu, je l'ai fait construire et j'ai instrumenté ce banc d'essai pour pouvoir faire ces mesures. Donc en fait, ça, ce qu'on voit, c'est une grande chambre à vide avec plein d'accès optiques. Là, vous voyez tous les hublots qui reflètent un peu en violet. Elle fait 90 cm de long pour 60 cm de diamètre. Avec ça, en bas à gauche, on peut voir une caméra rapide qui permet d'obtenir 1000 doublés d'images par seconde, ce qui nous permet de mesurer et d'avoir des mesures aussi et de vitesse et de morphologie, ce que je vais vous montrer après. Et pour éclairer tout ça, on a un laser vert, donc c'est, pour ceux qui veulent savoir, c'est un 527 nanomètres.
à double cavité qui permet justement d'envoyer 2 pulses pour obtenir les doublés d'image, et qui est une longueur de pulse. Donc chaque flash fait à peu près 100 nanosecondes. L'intérêt d'avoir des flashs très courts, c'est justement pour figer, vu qu'on va bouger très vite, c'est pour figer les gouttes, pour les éclairer juste une fois, et pas qu'on ait d'un effet de flou. Donc là, je vais vous présenter vite fait 2-3 résultats, vu que c'est assez, assez difficile à expliquer la mécanique de fluide même pour moi, hein. Donc je vais vous montrer sur ce qui est le plus sympa à voir, qui sont les images. Donc là, ce que vous voyez, c'est 4 essais différents, ont été faits avec un injecteur transparent. Ce que vous voyez sur la gauche, à l'intérieur de l'injecteur, tout ce qui est noir, en fait, ce sont des bulles de vapeur. Et à l'extérieur, bien évidemment, tout ce qui est noir, ça va être des gouttelettes. Et donc là, l'écart qu'on a entre les 4, ça va être un écart de température. En haut à gauche, on est sur la température ambiante, et plus on avance, plus on va chauffer. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que plus ça chauffe, plus nos bulles à l'intérieur de l'injecteur vont éclater vite et vont éjecter et former des petites gouttelettes devant nous. Là, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est tout ça qui va interagir derrière avec les poussières. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'ombroscopie, c'est-à-dire que j'ai éclairé l'image derrière. Enfin, j'ai éclairé l'image. J'ai éclairé avec un stroboscope derrière et j'ai obtenu ça. Mais ce que j'ai utilisé aussi, c'est de la PIV. Donc la PIV, c'est ce que je vous montre maintenant. Donc c'est-à-dire qu'on fait une nappe laser. Donc c'est un plan 2D lumineux. Et tout ce qui est dans ce plan 2D lumineux, bah, il va être éclairé. Et on va le voir avec la caméra. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc ici, on a 4 autres essais, hein, ce ne sont pas les mêmes essais, ont été mesurés cette fois-ci comme ça. Et là, tous les points blancs, c'est des petites gouttelettes. Et ce qu'on voit, c'est pour des gens, on en a partout, mais c'est surtout que, en plus de l'atomisation très forte, on a une forme de structure. Et ces structures-là, c'est très typique des ondes de choc. Et donc ça veut dire qu'on va aller très très vite, on va avoir des ondes de choc, on va avoir des phénomènes très, très particuliers où, pareil, la biblio est assez lacunaire dans le domaine. Et donc voilà, donc ça, j'aurais voulu vous montrer des vidéos, car j'ai des vidéos de ça en fait, vu qu'on fait 1000 images par seconde, mais le seul truc c'est que le Zoho il permet pas d'intégrer des vidéos. Je suis désolé, hein, j'aurais pu avoir des superbes vidéos, mais vous aurez des prints d'écran. Donc, bref, les résultats. Donc là je disais, on mesure les vitesses. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'injecteur, avec le débit que je lui donne, on a une vitesse de l'eau de l'ordre de 5 mètres par seconde. Étant donné qu'on a très peu de bulles, on peut se dire que c'est la vitesse du liquide. Sauf que là, à droite, ce que je vous montre, c'est un champ de vecteurs. C'est-à-dire qu'à gauche, on peut voir en bleu très foncé en fait les traces de l'injecteur, parce que quand on fait des calculs de vitesse, si on prend sur tout le champ, mon injecteur il bouge pas, donc évidemment il va mesurer des vitesses très faibles. Mais ce qu'on voit en sortie surtout, c'est les vitesses des gouttes. Et là, ce qu'on voit, c'est que j'ai beau avoir 5 mètres par seconde dans mon injecteur, je me retrouve avec des vitesses qui sont proches de 25 mètres par seconde. C'est-à-dire que tu as une grosse accélération. Et cette accélération, bah, c'est quelque chose de très particulier en fait. Une accélération en sortie, c'est qu'on a une sorte de détente, qu'on appelle une détente supersonique, qui va venir accélérer les gouttes. Et ce qui veut aussi dire que la vapeur qui est produite à ce niveau-là, elle va sans doute plus vite que mes gouttes. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ces valeurs-là, c'est ce qui nous permet de savoir s'il y a assez de force pour mettre en suspension tout ce qu'on a autour. Donc, comme je disais, on a vu dans la littérature, sur les angles de spray, on a eu quelques papiers qui ont parlé justement et qui ont vu des ondes de choc grâce à des méthodes de mesure spécifiques. Et donc, nous, on n'avait pas les méthodes de mesure nécessaires pour voir vraiment des ondes de choc. Mais par la morphologie qu'on voit et le comportement des gouttes, on peut se dire qu'il y a sans doute des ondes de choc. Ensuite, il y a quelque chose de très particulier avec le mélange eau-vapeur ou mélange OR, les mélanges diphasiques, avec la vitesse du son. Vous avez peut-être vu la vidéo de Syllabus sur le café et sur le fait que quand on sert un café lyophilisé et qu'on tape sur la tasse, le son va monter de plus en plus parce qu'en fait, un mélange eau et vapeur, étant donné qu'ils n'ont pas la même vitesse du son, quand c'est le mélange, ça va être un peu mitigé. C'était de la manière dont elle l'avait dit. En fait, il s'avère que c'est plus compliqué que ça.
la vitesse du son dans la vapeur, en fait, elle est de l'ordre de 300 mètres par seconde, hein, on fait à la louche. La vitesse du son dans l'eau est de l'ordre de 1500 mètres par seconde, ok. Mais la vitesse du son dans le mélange, en fait, elle n'est pas entre les deux, elle se pète la gueule. Elle se pète la gueule très fort. Et il s'avère que, là j'ai coupé, en fait, là vous avez la vitesse du son, en fonction de ce qui est appelé le void fraction, qui est le taux de vide. Et en fait, c'est la quantité, enfin le volume qui est pris par la vapeur. À 0, on n'a que du liquide, à 1, on n'a que de la vapeur. Et entre les deux, on a une espèce d'émission liquide-vapeur. Et ce qu'on remarque, là c'est pour des pressions assez faibles, hein, c'est que quand on fait un mélange des deux, il y a un moment, la vitesse du son, au lieu d'être entre 300 et 1500, elle va décider d'être à 5. Et donc là, c'est les premiers trucs qui nous a étonnés. Et donc du coup, ça nous fait dire qu'on a d'autant plus de raisons de croire que c'est des ondes de choc. C'est assez difficile d'aller dans le détail parce que même moi, je pourrais pas vous expliquer physiquement ce qui fait que ça va descendre aussi fort. Il y en a qui parlent du fait que les bulles dans le liquide, en fait, ça va être compressé, donc ça va pouvoir changer de volume et ça va impacter la vitesse du son, ou que à l'inverse, les gouttes, en fait, elles ont toute une inertie qui va aussi limiter la vitesse du son. Et je pourrais pas aller plus loin. En plus, comme j'ai dit, dans les expérimentations que j'ai fait, j'ai étudié vite fait les poussières. Et donc là, c'est ce qu'on voit. Normalement, ça aurait dû être une vidéo. Et en fait, on a à gauche un peu sur la plaque de gauche, on a la sortie de mon injecteur avec des gouttes qui sortent. Et en bas, sur la plaque, en fait, on a plein de poussière. Et là, ce qu'on voit, c'est à peu près 10 millisecondes après le début du test. Donc on a les gouttes qui viennent d'arriver, et ce qu'on voit, c'est que tout ce qu'il y a sur la plaque, c'est en train de se mettre en suspension. En fait, c'est qu'on a tout un flux de vapeur qu'on n'arrive pas à voir, et qui permet de mettre en suspension ces poussières. Et ça nous fait dire que en fait, cette perte de vide par entrée d'eau, donc ce qu'on appelle l'ICE, en fait, elle est beaucoup plus dangereuse, enfin, elle est beaucoup plus risquée que ce que ITER disait au début. C'est-à-dire qu'ITER au début disait à peu près que ça nous ferait un pâté, ça ferait une espèce de boue. En fait, là, ce qu'on voit, c'est que non, ça va mettre en suspension, et il y a quand même quelques petits risques. Donc là, je vous ai présenté mes gros résultats de la thèse en deux graphes un peu vénères peut-être. Donc à gauche, on a l'angle de spray que j'ai pu mesurer, qui va être en fonction de la température de l'injecteur. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation de l'angle de spray avec l'injecteur, ce qui est important pour nous, étant donné que comme on voit la partie haute, là on est quasiment à 160 degrés, donc c'est quasiment plat, c'est-à-dire que ça va prendre tout le volume qui est devant lui. Et ça, pour les hautes températures, vu que nous, ITER, on est en haute température, c'est les paramètres qu'on va avoir. Et de l'autre côté, ce qu'on a, c'est la vitesse mesurée devant l'injecteur des gouttes, en fonction là aussi de la température de l'injecteur. Et là, ce qu'on voit, c'est que là, je vous ai montré, ça monte pareil, avec la température. Et surtout, on va avoir des vitesses qui sont de l'ordre de 60 mètres par seconde, voire plus, à des températures qui sont de l'ordre d'ITER. Et ça, c'est des infos qui sont intéressantes et qui vont pouvoir être utilisées après par des codes de calcul pour valider et pour des codes de sûreté pour voir s'il n'y a pas de risque avec les poussières, tout simplement. Donc voilà, petite conclusion. Donc la conclusion de ma thèse, en fait, c'est que j'ai conçu, construit et instrumenté le banc d'essai en première année. J'ai fait la caractérisation du flashballing de l'eau sous vide, qui était un peu lacunaire dans comme je disais, dans la bibliographie. Et on a étudié spécifiquement les conditions ITER pour les risques de perte de confinement. On a donné quelques infos. En perspective, faudrait étudier finalement cette mise en suspension de poussière plus en détail, parce que là, ce qu'on a fait, c'est vraiment l'étude du jet diphasique, et utiliser différentes méthodes de mesure pour mesurer par exemple la taille des gouttes, la température des gouttes, et les ondes de choc dont je vous ai parlé. Donc voilà, merci de votre attention, hein, j'espère que ça a été bien. Et on va pouvoir commencer à faire les questions. Donc, commençons par le haut avec Panta. Écoute, je t'écoute. Hop, c'est bon, c'est démuté. Du coup, merci pour la présentation, c'était super intéressant. En plus, c'était super clair. Du coup, moi j'ai des questions sur les ondes de choc. Évidemment. Du coup, quand tu disais une détente supersonique, j'imagine ça influence la phase de tes gouttelettes, enfin ça les évapore ou t'as des ouais. T'as un changement thermo? En fait, c'est cette onde de choc qui avait produit des ondes de condensation en fait.
des ondes de condensation juste devant, et en fait ça influe en retour ce que je disais, le taux de vide, qui influe la vitesse du son, et en fait on sait pas trop comment ça se passe, je dois t'avouer. Ça a été vu, hein, ça fait des ondes d'évaporation, on a une espèce en forme de, comment dire, des barrels chocs, ce qu'ils appellent les barrels chocs, parce qu'on n'a pas des disques et des diamants de Mac comme on pourrait avoir sur des G classiques. Mais sur ce que j'ai pu voir sur les ondes de choc, ouais, on a des ondes de condensation. Moi, c'est à peine visible à la PIV, on peut voir à peu près les structures des fines gouttelettes qui se recondensent et les changements de densité, mais de là à le mettre en valeur de manière quantitative, on n'a pas pu faire. D'accord. Et du coup, bah, en fait, on en parlait un peu dans le chat, mais parce que du coup, tu peux pas voir tes ondes de choc à l'ombroscopie? Non, on n'a pas pu. En fait, si je me rappelle bien, le gradient d'indice n'est pas suffisant en fait sous vide, et on a Ah ouais, aucune, d'accord. on a Ah oui, oui. aucune idée de la pression qu'il y a à l'intérieur pour le coup. On a la pression de la chambre, mais vu que tout se passe extrêmement vite, c'est possible qu'à l'intérieur on soit juste devant l'injecteur, on soit encore au-dessus de la pression atmosphérique peut-être. En fait, on a beaucoup trop d'inconnus. On pourrait tenter du Schlieren, je pense que ça fait partie des choses qui sont un peu à tenter sur la chambre, mais là pour le coup c'est vraiment de l'exploratoire, quoi. Et du coup, avec c'est pareil, avec genre du PIV ou une mesure laser Doppler, vous pourriez pas avoir les vitesses locales des particules et estimer si vous avez une onde de choc ou pas, quoi. Ouais, bah, ça fait partie, hein, pendant un moment on voulait faire de la PDA sur la manip, mais celle qui était au labo elle était morte, et évidemment, et il y avait quelqu'un qui nous proposait un petit truc de PDA clé en main. Le seul truc c'est qu'il a gardé juste que la focale était 15 cm devant. Et Ah vu que ouais. moi je suis à 40, c'est Ouais, foutu. bah c'est mort. D'accord. Bah du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais comme question. Bah merci beaucoup. Ok, merci. Erona, je te vois tout en haut, je t'écoute. Ouais, bah merci pour la présentation, c'était cool. Moi, je suis pas dans les termes techniques, je suis pas hyper à l'aise, hein, je te crois, mais je saurais pas dire, voilà. Par contre, j'ai des questions un peu plus générales. Déjà, il y a 10 fois la température du Soleil à l'intérieur de l'ITER, là. Ouais. Et ça, grâce à un champ magnétique, et bah, ça crame pas tout. C'est ça? Enfin, En gros, oui. En fait, c'est ce que je disais. En fait, c'est pour ça que j'ai mis une petite réserve quand je parlais de température. C'est qu'à ce niveau de température, ça n'a plus beaucoup de sens. Physiquement, ça représente plus rien. À ce niveau-là, on parle en fait en kiloélectronvolts, mais sauf que kiloélectronvolts, ça paraît à personne. Donc on fait des rapprochements et on se dit que bon, c'est à peu près, ça serait à peu près 150 millions de degrés. Donc en fait, le truc, c'est que c'est ce qui est aussi marqué, c'est que dans ITER, il y aura au total, quand ce sera en fonctionnement, 2 grammes de combustible. Donc c'est vraiment très faible. Le seul truc, c'est que ce qui fait qu'il y a 150 millions de degrés, justement, c'est que ce champ magnétique, il va comprimer, en quelque sorte, on peut voir ça comme s'il comprimait ces 2 grammes dans un volume si faible que bah, ça va être obligé de chauffer énormément, en fait. Enfin, ça permet d'avoir ces températures qui nous permettent d'avoir de la fusion. Mais je sais que 150 millions de degrés, c'est un peu aberrant. Mais je pouvais pas vraiment dire ça autrement. Donc c'est sûr que ça va très peu cramer parce qu'en fait le plasma il est tellement pas instable mais tellement facile à comment dire. C'est-à-dire que le moindre truc qui se passe ça va le couper. C'est-à-dire que même les poussières là dont je vous parle, avec les petites poussières de tungstène qui font de l'ordre du micron de diamètre, s'il y en a une qui part un peu trop loin, dès qu'elle s'approche du plasma, le plasma se coupe parce que ce truc est trop gros et trop froid et les interactions sont trop fortes. En fait, c'est un plasma qui est très fort et très faible à la fois. C'est difficile à dire. Fort et fondant, tu vois. Ouais, Est-ce que je suis clair? Ok. Et j'avais une autre question. Tu nous as parlé des problématiques liées au deutérium et tritium. Ouais. Mais j'avais cru comprendre qu'il y avait un peu plus de détails derrière en termes de gestion des ressources, comment amener des combustibles et quel problème ça posait. Et je suis resté un peu sur ma faim.
Alors, comme je disais, le deutérium, il n'y a pas vraiment de souci. Hein. Le deutérium, c'est présent dans l'eau de mer. On sait en faire. Le tritium, là, ce qui produit le plus de tritium, c'est ce qu'on appelle des réacteurs à eau lourde, donc des réacteurs à fission qui existent déjà. Ce sont des réacteurs qui existent surtout, voire seulement au Canada. Ça, je suis pas sûr. Donc, ils sont des réacteurs qui qui produisent du tritium. Sauf que le tritium, c'est aussi un des composants de la bombe à hydrogène. Donc, il y a tout un tas de choses, de règles sur la non-prolifération qui font qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec du tritium. Comme je disais aussi, c'est radioactif. Et c'est radioactif suffisamment. C'est très radioactif. C'est difficile à déterminer sans les valeurs, et je ne me rappelle pas des valeurs justement du tritium, mais c'est dangereux pour l'homme. Donc, il y a tout un tas de trucs qui sont faits pour le tritium. Comme je disais, il y a déjà des tokamaks qui fonctionnent au tritium, mais il faut un système particulier. Ce qui est pas mal avec ITER, ce dont j'ai pas parlé parce que justement je voulais juste faire un global pour arriver à mon sujet de thèse, c'est que ils ont dans les parois ce qu'on appelle des matériaux tritigènes, c'est-à-dire que c'est du lithium à vrai dire. Et le lithium, quand il va être bombardé par des neutrons qui viennent de la fusion, il va produire du tritium. Et l'idée, c'est qu'en fait, on n'ait pas besoin de source extérieure de tritium, mais seulement de deutérium. Et la fusion, après, elle va s'auto-entretenir, et tout ce qu'il y a sur les parois, justement, qui sont des matériaux tritigènes, vont permettre de créer le tritium nécessaire et faire fonctionner encore et encore le plasma. Mais du coup, il y a une usure si ça... Ouais. Ouais, il y a une usure des matériaux, des parois. Il y a justement, même sur le réacteur démo et sur ITER, il y a des plans de remplacement des tuiles. En fait, tout est fait à base de tuiles, soit de beryllium, soit de tungstène, comme j'ai montré. Et donc, en fait, il y a des accès dans le réacteur pour, avec les machines, en fait, ça puisse récupérer les tuiles et mettre des nouvelles. Donc, ouais, il y a une usure. Faible, mais existante. Ok. Et du coup, c'est... comment dire, c'est à l'état de recherche hyper expérimentale ou il y a des trucs quand même assez concrets où on arrive à faire des trucs qui sont industrialisables, comme tu parlais du démo là, c'est ça? Tu parles pour la fusion? Ouais. En fait, les réacteurs de fusion actuels en fonctionnement, donc là j'en ai montré 4, il y en a un peu plus, là j'ai montré que des tokamaks, c'est des réacteurs, comme je disais, ils n'ont pas réussi à produire plus d'énergie que ce qu'ils consomment. Parce qu'en fait, si le plasma, lui, il produit pas assez d'énergie, en fait il se refroidit et il s'éteint, tout simplement. Donc, pour pas que ça s'éteigne, on chauffe le plasma. Donc il y a toute une consommation d'énergie qui est faite pour chauffer et garder le plasma chaud sur ces réacteurs-là. Ça, c'est tous les réacteurs qui ont été construits actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun qui a pu faire plus. S'ils ont pu faire, par contre, c'est des plasmas qui ont duré, je crois que le meilleur est quasiment plus d'une dizaine de minutes. Donc c'est des plasmas qui durent de plus en plus longtemps. Et il y a quelques records qui ont été battus dans la dizaine d'années précédentes sur ce genre de choses. Mais ITER, c'est vraiment le premier qui va être capable de produire plus d'énergie que ce qu'il consomme. Et démo, ça va être vraiment... L'idée, c'est vraiment de faire un réacteur que tu peux, comme les centrales qui existent maintenant, tu fais copier-coller, et tu as un réacteur démo, tu le poses à côté, tu le mets chez le voisin, et tu as un réacteur nucléaire comme ce qu'on a actuellement. Mais ça, démo, c'est... si je donne des chiffres, vous rajoutez 20 ans et ce sera peut-être vrai, et je crois qu'actuellement c'est donné à 2050. Ok, donc c'est quand même des trucs accessibles sur notre génération, quoi. Oui, je pense que notre génération verra le fonctionnement d'ITER, là c'est 2035 le premier plasma de deutérium tritium, 2025 le vrai premier plasma, mais c'est ce qu'on appelle un peu le plasma le plasma politique, si tu vois. Et 2035, c'est vraiment le début du fonctionnement d'ITER. Après, bon, il y a 20 ans, enfin, il y a 30 ans, on disait que ce serait 2018, donc un point de mesure en 2020, on va dire. Ouais, mais on est dedans, quoi, en gros. Pour moi, c'était un truc, c'est genre, c'était un verrou technologique qu'on n'avait pas du tout réussi à débloquer, quoi. Ok. Ah, puis il y a pas mal de changements sur tout ça. Enfin, bref.
Ok, bah merci. Je t'en prie. Alors, on va redescendre. Bon, j'ai vu que Polo, t'étais là un peu depuis longtemps. Je t'écoute. Ouais. Du coup, là, je viens de poser un peu la question sur le chat. Première chose, est-ce que donc il me semblait que pour le confinement inertiel, la question, c'était pas de maintenir le plasma, c'était plus de récupérer l'énergie. Je me gourre peut-être, mais du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, très peu, à vrai dire, parce que Laser Megajoule, bon, ça reste une installation militaire, si je me souviens bien. Et la seule fois où j'aurais pu y aller, qui était une visite avec mon équipe du laboratoire, c'était une fois où j'ai pas été disponible, donc j'ai même pas pu aller là-bas pour voir des trucs. Du coup, en fait, j'en connais assez peu. Je sais que c'est de la fusion inertielle, comme je disais. Je pense le but, ce serait, logiquement, c'est pas d'avoir un plasma continu, étant donné que pour moi, il crame des capsules de combustible, mais ils la remettent pas direct après. Il n'y a pas un flux, en quelque sorte, de combustible qui pourrait permettre, comme un moteur de voiture, de tourner toujours et toujours. Je pense qu'ils cherchent juste à récupérer l'énergie. Ça n'a pas pour but de faire ce que je dirais du nucléaire civil, donc du nucléaire de production de centrales. Ah ok, parce qu'il me semblait qu'il y avait des boîtes aux États-Unis qui essayaient de faire ça aussi. Ouais, j'ai vu des boîtes là qui étaient un peu particulières aux États-Unis et les trucs qui te proposent, te proposent la Lune dans 10 ans. Bon, on a vu ce que ça donnait avec ITER, on ne proposait même pas la Lune. Alors bon. Ouais, Je reste dubitatif, mais je dois avouer que je connais pas plus que ça techniquement, ce que ça vaut. Ok. Et deuxième petite question, c'est plus sur le point de vue organisation enfin, je sais pas trop comment ça marche. Tu disais que tu avais eu des résultats au final qui étaient un petit peu, enfin, qui étaient en contradiction avec le modèle de ce qui était attendu. Et est-ce que ça implique des changements dans la conception d'ITER ou est-ce que ça va avoir des retombées sur l'organisation? Je pense assez peu en vrai, parce que c'est vrai qu'ils avaient un peu mis de côté ce risque de mise en suspension avec l'entrée d'eau d'il y a longtemps. Malgré tout, c'est des choses qui arrivent. Hein. La perte de vide par entrée d'eau, encore une fois, sur les petits réacteurs qui ont été déjà faits avant, c'est arrivé. C'est-à-dire, c'est arrivé qu'il y a eu une rupture de canalisation en quelque sorte. C'est plus fin que ça. Soit c'est une rupture à cause du plasma, en fait, tu te retrouves avec un peu une tête d'épingle entre ton circuit de refroidissement, ta sortie, du coup, tu as quelque chose de très très fin. Soit carrément, tu as une tuile qui se casse et tu as ton eau entre les deux derrière, et donc du coup, là, tu te retrouves avec une grosse brèche, une énorme brèche. Donc ça, ils connaissaient ça surtout pour la petite, ça fait pas grand chose, et la grosse, c'est surtout une grosse remontée en pression, et c'était surtout l'étude de la pression qui était là-dessus. L'étude de la production d'hydrogène, elle était un peu mise de côté parce que justement, il y aurait pas d'oxygène déjà de base dans le réacteur, et d'une deuxième partie, il disait bon, ça va faire comme je dis, une boue en quelque sorte, ça va juste faire une boue et il va pas y avoir vraiment de nuages en quelque sorte, ça va retomber. C'est ça où on dit que c'est peut-être pas le cas. Eux, ça va pas changer grand-chose, ça va pas changer grand-chose parce que finalement, ça rappelle la mise en suspension par entrée d'air que eux, ils ont déjà prévu. La seule différence, c'est que, étant donné que le réservoir de décharge, il est plus loin, la logique, c'est tout simplement d'inerter ce réservoir-là avec de l'hélium ou un gaz, peu importe le gaz inerte, pour dire qu'il n'y a pas de risque non plus d'explosion là-bas, donc tout va bien. Donc c'est vraiment mineur. Mais pour autant, c'est possible que l'IRSN, qui est là pour demander des comptes en quelque sorte dans le nucléaire, dise au fait, ça on a vu que c'était pas ouf, vous avez quoi? Et là, ITER pourra répondre et dire on fait comme ça, et voilà. Et je pense qu'il y aura franchement très peu de répercussions. Ok. Non, mais si, c'est important, mais ok. Cool, merci. En fait, le but de l'IRSN, pour aller un peu au-delà de ça, c'est de proposer des études faites par l'IRSN, donc sans qu'il y ait de conflit d'intérêts. Donc on est là pour dire ce qui va, et pour faire ces études, ces rapports-là, justement dont j'ai parlé avant, et les confronter à ce qui est donné par l'exploitant, par exemple, genre par EDF. EDF, techniquement, ils nous font des rapports sur le PR, parce que j'en parlais,
l'IRSN, on voit des trucs, enfin je dis on, mais c'est des collègues, moi je suis pas du tout là-dedans. Ils voient que les soudures c'est pas bon, ils font rapport, les soudures c'est pas bon, et c'est la SN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui regarde les deux et qui dit bon, on fait quoi? Et la plupart du temps, bon, si l'IRSN dit niquez-vous, la SN signe niquez-vous. Et c'est ce qui s'est fait pour comment dire, le PR. J'espère qu'ils écouteront pas ce MTV, sinon je vais me faire taper sur les doigts moi. Yes. Ok. Mais voilà globalement comment ça se passe. T'as plus de questions du coup? Non, c'est tout pour moi, merci. Ok. Fa, je te vois démuté. Je t'écoute. Oui, j'ai un petit peu de mal à remettre ton sujet de thèse dans le contexte du coup de l'ITER et de ce que tu expliquais au début. En fait, si j'ai bien saisi, toi, tu observes juste ce qui pourrait se passer s'il y avait une entrée d'eau à l'intérieur de la chambre où se trouve le plasma, c'est bien ça? Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est vraiment observer ce qui pourrait se passer et ensuite, c'est aux autres de prévoir les solutions à apporter à ce type de problème, c'est ça? En quelque sorte, oui. Enfin, parce qu'en fait, là, ça va un peu avec ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que l'ITER fait ses propres études et l'IRSN fait les études à côté. Là, toutes les sujets de thèse dont j'ai parlé, qui sont autour de la mise en suspension à l'IRSN, c'est des sujets pour obtenir plus de connaissances sur tout ce qui se passe. Parce que c'est un peu des domaines pas perdus de la physique, mais c'est des domaines assez complexes où on n'a pas forcément beaucoup de choses. Et donc, en plus de faire de la connaissance à peu près pour tout le monde, ça permet d'avoir un dossier sur justement la sûreté du réacteur et voir avec ITER si justement ils ont prévu des trucs, ce qui va, ce qui pourrait ne pas aller. Et moi, du coup, mon sujet fait partie justement de tout ce dégrossissement des connaissances nécessaires pour ces différents scénarios d'accident. Après, c'est un point de vue plus recherche, et pour un point de vue ingénieur sûreté, on aura la courbe danger versus probabilité, et ils vont toujours tout faire pour diminuer tout. Et nous, on est là pour voir ce qui se passe vraiment, quoi. Parce que Voilà. d'un point de vue purement ingénieur, si j'ose dire, c'est pas dur. Ils disent, ok, on a tant de poussière, il y a tout qui est mis en suspension. Est-ce que ça passe? Et du coup, moi, mon étude derrière, je suis genre en mode, en fait, lol, non, il y a qu'1% qui se met en suspension. Donc ils sont larges. Mais faut avoir d'un côté, c'est un point de vue sûreté, et d'un autre côté, c'est un point de vue recherche. Donc moi, je suis plus sur la partie recherche. D'accord, donc ça s'intègre dans un ensemble d'études qui observent et qui permettent de récolter des informations. C'est à ce niveau-là, c'est à prendre en compte dans un ensemble d'autres travaux. Ouais, c'est une brique de l'édifice. D'accord, Voilà. c'est tout. Ok, et bah écoute, Shield, je t'écoute. Du coup, déjà, merci pour la présentation, c'était super intéressant. Du coup, moi, c'était plus une question, comme tu as dit que tu avais fait un banc expérimental, c'est-à-dire que tu étais plus sur une thèse expérimentale ou tu as aussi fait du numérique, des modélisations de ton modèle? Alors, ouais, j'ai fait que l'expérimental. J'ai regardé des trucs numériques. Il y a quelques modèles, mais pour ces cas-là, c'est du modèle quasiment 1D au mieux. Donc on a clairement pas des modèles complexes type LES-DNS ou des modèles d'évaporation comme ça. Et même dans les modèles AD, même dans les modèles 1D, ils donnaient pas d'informations. Par exemple, comme tu parlais de détente ou d'onde de choc, eux, Ouais. ils étaient pas capables de te les sortir. Non, tout ça en même temps, c'était assez complexe parce que, comme tu disais, il y a onde de choc, il y a changement de phase, diphasique, donc on a quand même des gouttes qui viennent se balader là-dedans. À terme, il y aurait des poussières avec. Non, c'était quand j'ai discuté avec ceux, j'étais pas vraiment sur. Après, j'étais vraiment sur une équipe expérimentale, hein, de ce côté-là. Moi, j'ai monté mon install, mais derrière, il y avait une install qui faisait déjà à peu près 3 étages de haut, et derrière, il y en avait chez les autres, enfin chez les voisins en quelque sorte, on avait quelque chose qui faisait 100 mètres cubes, donc quelque chose qui est très 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 gros. Donc, on avait plus cette connaissance de l'expérimental. Et comme je disais, les modèles sont des modèles très simplistes qui prenaient en compte une évaporation à peu près complète à la saturation. Donc on avait un peu un avant, un après et un fond d'évaporation où il se passait tout et rien, et du coup ça me donnait pas d'infos en fait. Mais c'est quelque chose à faire. C'est vrai que ça va être très intéressant à faire en modèle, mais là pour le coup, je sèche.
En gros, en fait, ça a même pas été regardé. Je pense pas que ça a été regardé en numérique. C'est-à-dire que même en mécaflux, il y a personne qui a essayé de voir la modélisation d'un jet d'eau chaude, Ouais, comme toi, t'as pu le faire, quoi. ouais, c'est ça. Donc, ah oui, c'était la question aussi sur. Du coup, comme. Je pense que c'est moi qui ai mal compris. En fait, du coup, dans ton banc d'expérimentation, il y avait de la poussière déjà dedans ou c'est la vapeur d'eau qui a fini par déposer de la poussière sur les. Alors sur les derniers tests, il y avait de la poussière. Donc ça c'est quelque chose que j'ai rajouté, c'est un dépôt que je fais moi-même. En fait, on mesure la masse du dépôt, on fait le test, on aspire tout ce qu'on peut, c'est un peu compliqué en sous vide, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est pas, pour ça que j'ai pas vraiment de résultat avec de la poussière en fait. C'est assez compliqué de voir comment ça marche. On mesure après, on se dit on a un taux de resuspension. Quand on fait des mesures là visuelles, le seul truc c'est qu'on peut pas discerner la différence entre les poussières et les gouttes. Ça ne donne pas des infos qui sont très. Pour l'instant, c'est pas suffisant. Mais j'ai fait des trucs avec les poussières. Hmm. Je sais pas si c'est clair. Si. Est-ce que tu as déjà fait la présentation ou pas En fait, là, je viens d'arriver, en fait. Alors ouais, là on a aux questions, on est à peu près à la toute fin des questions, tout le monde a posé ses questions. Ah, ok. Mais, je peux poser la mienne alors Bah, si t'en as une, oui, bien sûr. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'acharne avec la fusion nucléaire sur Terre alors que c'est super c'est quand même, ça a l'air d'être quand même relativement dangereux au fil de ce que tu dis, alors que à une sphère de Dyson, de ce que j'ai vu, c'est pas si compliqué avec notre technologie actuelle à construire. Ça demande ça demande d'investissement, mais pas plus que ce que demandait ITER, tu vois? Donc je comprends pas vraiment pourquoi on s'acharne avec la fusion nucléaire alors qu'on en a une au niveau du soleil qu'on arrive déjà à envoyer des sondes dessus, tu vois? Alors, comment dire? Je dirais que il y a peut-être un souci sur l'échelle que tu mets entre l'écart avec ITER et une sphère de Dyson. Sphère de Dyson, c'est pas pour demain, clairement. Et comme je disais sur ma présentation, la fusion, on l'a fait depuis 1950. Donc, tout ce qu'on met sur ITER, c'est pas si gros que ça. Hein. Je vois pas comment tu as pu réellement atteindre de telles conclusions. Donc, Ben, ouais. Vas-y. parce qu'en fait, moi, je pense à une technique particulière de création de sphère de Dyson qui certes implique des ressources de niveau spatial, mais qui permet d'utiliser des ressources in situ sur Mercure et tu construis ça petit à petit en utilisant un essaim de satellites avec des feuilles en feuilles d'aluminium, tu vois? Bon, il y a un peu de trucs pour les diriger, mais voilà, la grosse majorité de la surface du truc, c'est le papier aluminium que tu as dans ta cuisine, quoi. C'est des miroirs qui permettent de rediriger. C'est-à-dire que si tu penses qu'aller sur Mercure, c'est plus simple que de construire un réacteur qui est déjà en construction, en considérant qu'ils ne sont pas construits, qu'un réacteur sur Terre, je pense que, encore une fois, il y a un souci de compréhension des verrous technologiques que tu as sur ce que tu présentes par rapport aux verrous technologiques qui pourraient exister sur ITER. Donc, ce que tu proposes, ce sera peut-être vachement bien pour dans 300 ans. Moi, ce qui est pratique, c'est que c'est à peu près pour dans 30 ans. Une petite échelle. C'est pas grave, je dis pas que c'est pas bien les sphères de Dyson. Je dis juste que entre aller chercher des ressources sur Mars ou sur Mercure, comme tu disais, et juste aller construire quelque chose en France, on a quand même un peu plus de facilité à faire des trucs sur Terre. Et qui plus est, tu parles des risques, tu parles de dangers d'ITER, parce que c'est vrai que j'ai dit il y a des problématiques, les poussières, l'explosion, etc. Ça reste des risques qui sont c'est non détonnant dans le sens où ça va pas faire Fukushima ou un Tchernobyl, hein, parce que c'est vrai qu'on parle de nucléaire, donc on peut toujours très, très vite raccrocher tout ça.
Ce qu'il faut voir, c'est surtout que ce plasma, comme j'ai dit un peu dans des questions plus tôt, mais tu viens d'arriver, donc c'est normal que tu n'aies pas vu, on a 2 grammes de combustible en même temps dans le réacteur, et si jamais il y a un souci, le plasma s'éteint. Donc en fait, on n'a pas de risque d'explosion nucléaire. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Le seul risque qui reste, donc, Ça, c'est je le des... sais par contre. Hein. Bah alors pourquoi est-ce que je comprends pas ton... C'est ton point de vue, je comprends pas, je pense ne pas être le seul, c'est tout. Bah, je sais qu'il n'y a pas de gros risque d'explosion, mais il y a quand même un risque de contamination, en fait. Tu vois? Oui, il y a un risque de Euh, contamination, mais c'est justement de quoi je parle, c'est parce qu'on le connaît et qu'on l'étudie et qu'on le mesure, quantifie et qu'on fait les corrections qu'il faut. Je considère pas que ce soit un argument recevable pour dire faisons une sphère de Dyson plutôt qu'un réacteur à fusion. Bah, C'est le pas truc, grave, c'est hein, qu'une mais sphère de Dyson, c'est un peu sans compromis, c'est-à-dire que tu dois pas faire de compromis écologique, tu vois? Enfin, pour la mise en place pour mettre en place l'infrastructure nécessaire, bon, déjà, c'est pas si gros que ça, en fait, hein. C'est quoi? Une mine, une fonderie, une usine et un rail gun, tu vois? C'est plus évidemment de la robotique pour opérer. Heu, certes, c'est cher à lancer, mais c'est pas difficile à fabriquer sur Terre. ouais. Bah, c'est toujours intéressant de discuter de ça, mais là on va passer aux questions des autres. D'accord, pas de souci. Alors, je vois CJ de démuter. Tu as une question? Ouais, Eh ben c'est ouais, parfait, ouais. je t'écoute. Je peux en faire rester en vocal déjà sur le canal, du coup, c'est cool. Du coup, j'avais une question par rapport à l'entretien, en fait, du plasma, au niveau puissance. Ouais. Mhm. Donc, en fait, est-ce que tu as quand même besoin d'un apport de puissance à côté pour maintenir le plasma ou il se suffit à lui-même Alors ça justement, en fait, c'est un au peu, final? si j'ai bien compris, hein, parce que là pour les technologies, je suis pas sûr à 100%. Excuse-moi. C'est Mhm. en gros, je parlais du break-even, qui est le moment où tu produis plus que ce que tu consommes. Donc ce que tu consommes, ça va être en partie justement chauffer le plasma et le garder constant, en plus que tout le matériel qu'il y a autour pour refroidir les supraconducteurs, etc. Ouais. Et ce qui me semble, c'est que quand on passe à l'ignition, donc qui est le truc égal 5 à peu près, là on obtient un plasma qui est autothermique, donc qui arrive à se réguler lui-même en température. Je crois que c'est là pour l'instant on ne sait pas faire un plasma qui n'a pas besoin qu'on lui apporte de l'énergie, mais à terme je crois que le but de démo c'est justement d'avoir ce type de plasma. Ok. Voilà. Ah bah, merci bien. C'était tout. J'ai Flavien qui veut poser une question, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Bah, déjà, merci pour ta présentation. C'était vraiment, c'est vraiment des sujets intéressants. Moi, en fait, c'est surtout pour ta partie bibliographie, tu mets que quant au flash boiling, il y a pas grand-chose en termes de publication. Comment tu l'expliques? Puis surtout, à partir de 2007, c'est-à-dire qu'avant, on s'y intéressait pas, il n'y avait pas de domaine d'application. Voilà. En fait, ce que j'ai montré sur la biblio, c'est bon là j'ai simplifié énormément parce que c'est vrai que dit comme ça, on dirait que j'ai trouvé 4 papiers et c'est tout ce que j'avais. Non, on est loin de là, on est loin de là. Le truc, c'est que pour moi, pour comparer mes mesures, c'est en vitesse. Là, c'était vitesse de goutte. Là, il y a eu très peu de mesures. De là à savoir pourquoi, il y a une partie du fait que faire des mesures quand on est sous vide, avec ça demande des systèmes qui sont tout de suite assez compliqués et qui finalement sont bien démocratisés. Il n'y a pas si longtemps que ça, de pouvoir avoir des caméras rapides tranquillement, un laser à mettre à côté d'une manip sans que ça prenne une taille de fou, parce que là on est au premier étage d'un caillebotis, hein, ça se voit pas, mais c'est un peu, on m'a dit, un petit côté à l'arrache.
Et donc du coup, en fait, ce qu'on a dessus, ce que j'ai vu sur la biblio cependant, c'est qu'on avait beaucoup d'études sur la morphologie et sur l'atomisation en flashballing, d'une certaine manière, en flashballing, d'injection, et d'injection de carburant dans les voitures. Parce que faire du flashballing, ça permet d'atomiser mieux, faire des gouttes plus fines, et des gouttes plus fines, c'est des gouttes qui brûlent mieux. Sauf que moi, l'injection avec un injecteur spécial de bagnole dans un piston à haute pression, à haute température, on est bien trop loin pour que j'y puisse y voir quoi que ce soit. Et étant donné qu'on n'a pas de, comme je disais, de vue générale du flashballing, de choses adimensionnelles qu'on pourrait voir, de la surchauffe, il y a plein de paramètres adimensionnels qui existent, mais on n'a juste pas encore su faire un truc qui me dit avec tel paramètre adimensionnel, ça évolue de telle sorte. Ça n'existe pas encore. Par contre, il y a beaucoup d'études sur le sujet. Mais pas sur la vitesse. D'accord, donc en fait, c'est surtout un problème on va dire, de niche, en quelque sorte. D'expérimentation. Vraiment, le fait de pouvoir faire les expérimentations. Avant, il y a eu des gens qui ont peut-être étudié sur le côté mathématique du truc, mais l'expérience était plus compliquée à mener, quoi. Avant, sans les technologies plus avancées. Ouais, il y a un peu ça, ouais. Et il y a ça d'un côté, je pense, et puis après, il y a forcément les financements qui sont pas forcément là. Oui, bah, il faut que le sujet soit intéressant, pour une application ou pour quelque chose, voilà. Faut qu'il y ait un intérêt au financement. Ok. Sinon, j'ai une deuxième question. Donc là, ton banc d'essai, bon, tu l'as développé pour ta thèse, mais est-ce que tu penses qu'il va y avoir des évolutions? Et puis si oui, vers quoi tu veux le faire évoluer? Enfin, aimerais le voir évoluer? J'espère qu'il va y avoir des évolutions. Ouais, il y a encore beaucoup de choses à améliorer sur les mesures, avoir plus, comment dire, des mesures plus précises et plus complètes sur les températures, les pressions, faire différents tests. En fait, là, vous voyez sur le test, il y a plein de fenêtres d'essai pour voir à l'intérieur, et j'en ai utilisé globalement que la première. Enfin, les deux premières, parce que il y a des fenêtres pour l'éclairage, des fenêtres pour la vision. Mais ce qu'il y a, c'est il y en a plein d'autres derrière pour voir ce qui se passe un peu plus loin dans le spray, pour avoir des types de mesures qu'on appelle de l'imagerie en défaut de mise au point, ou d'autres choses comme ça, en fait. Ce qu'il faut, c'est faire plus de mesures. Enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut faire beaucoup de mesures de plus. Parce que là, ce que je vois, comme je disais, c'est des vitesses de goutte et de la morphologie du spray, sauf qu'il y a de l'évaporation. Donc, si on prend la taille de goutte et la température de la goutte, bah là, et qu'on a son évolution avec le temps et 2 devant l'injecteur, bah là, on va avoir plus d'informations sur la production de vapeur. Est-ce que ça continue à être produit loin dans l'injecteur avec les gouttes qui s'évaporent? Est-ce que ça fait tout au début et puis après c'est super stable? Et tout ça, ça nous intéresse pour voir si la mise en suspension est plus forte ou moins. Il y a beaucoup de trucs. Ouais, d'accord, bah, j'entends bien. En tout cas, ça a l'air assez sympa quand même comme banc d'expérimentation. Enfin, c'est pas commun, quoi, ce genre de choses. Première fois que je vois un truc comme ça. Et du coup, ouais, j'ai une dernière question, et là, c'est plus une question, on va dire, je pense, que j'ai eu d'inattention. Donc, sur la diapo 36, où tu présentes tes 2 graphes avec tes points, sur le Ah oui, premier là, je suis allé graphe, vite. tu as différentes couleurs de points. À quoi ils correspondent? Ouais, non, en fait, c'est juste que je suis passé vite dessus, hein. C'est pas une erreur d'inattention, c'est moi qui ai fait une erreur D'accord. je suis allé trop vite. Donc en fait, là, on a 4 couleurs différentes, et en bas à droite, on a la légende qui nous donne x sur d égale 1, 2, 5 et 10. Si je me rappelle bien, attends, je vais aller dessus, et puis comme ça, on va l'enregistrer en même temps. Hop. Si je peux remonter sur mon Zoho, ça devrait le faire. Tac, tac, voilà. Donc là, on est dessus, et en fait, ce que j'appelle le x sur d, c'est en fait une mesure de distance devant l'injecteur normée par le diamètre de l'injecteur. Donc en fait, x sur d égale 1, ça veut dire que je suis à un diamètre devant mon injecteur. Ah X oui, sur d égale d'accord. 2 diamètres, 5 et 10. Donc Ah étant oui, donné que je suis... t'es plus loin à chaque fois, en fait. Ouais, Enfin, c'est ça. là, plus tu vas vers le nord, plus t'es loin. D'accord. C'est ça. Et donc ça, en fait, c'est un type de mesure classique dans les sprays, hein, ce type de mesure. C'est vrai que je suis pas allé plus dans le détail parce que je voulais juste qu'on voit que ça augmente et que ça monte assez haut. Ouais. Mais donc du coup, D'ailleurs, ouais, comment est-ce que tu expliques le fait qu'il y a un espèce de point où la dérivée, en fait, s'inverse autour de 50 degrés? Comment t'expliques ça?
Ça, c'est avec les mesures, en fait. Le truc, c'est que... Non, mais tu as un modèle, tu as quelque chose qui permet de dire à 50 degrés, Non, il y a une non, stabilité. c'est une incertitude de mesure. C'est-à-dire D'accord. que... Ce que je vous ai pas montré, vu du coup des vidéos hein, de spray, et le truc, c'est que le spray, il est assez... il est instable. Avec l'angle, tu veux dire. Ouais, avec l'angle. Et en fait, D'accord. je mesure mon angle en fait en faisant une moyenne sur un essai qui dure 10 secondes. Je prends mon image moyenne, donc 10 000 images, j'en fais la moyenne, et là, je fais mon traitement. Et sauf que, évidemment, en 10 secondes, en fait, on a le spray qui varie, et il varie pas... Enfin, la moyenne sera jamais la même en 10 secondes, c'est comment dire, un biais d'échantillonnage, on peut dire. C'est-à-dire qu'en 10 Ok, secondes, d'accord. il y a trop de trucs différents qui se passent et on n'a pas quelque chose de moyen vraiment à proprement parler. Ça, c'était limité par la mémoire de la caméra qui pouvait prendre que 10 000 doublés d'images à 1 kHz sans se remplir. Donc, de ce graphique, en fait, ce qu'on peut en extraire déjà, c'est le comment. Ouais, qu'est-ce que tu pourrais. Là, par exemple, j'essaie de comprendre quel rapport je peux trouver entre par exemple, le point bleu et le point noir pour une même température. Ah, Est-ce ça, que, enfin, d'accord. Dans ce sens-là, en fait, dans ce ouais. sens-là, c'est dommage, j'ai pas mis une image que j'aurais pu mettre. En fait, il faut voir l'angle de spray. En gros, c'est tu prends la sortie de l'injecteur, tu vas à une distance donnée et tu fais une ligne avec le bord de ce que tu considères comme la limite de ton spray. Donc là, tu vas avoir tu vas avoir une courbe. Tu fais la cosinus et attends, la cosinus ou la sinus. En bref, c'est ça et t'as ton angle de spray. Et le truc, c'est que en fait, notre spray, il a à peu près une forme de cloche. C'est-à-dire qu'il s'évase beaucoup près, mais plus tu t'éloignes, plus il va se refermer. En gros. Et donc du coup, quand c'est dommage qu'il n'y ait pas de dessin, de possibilité de dessin là-dessus, ou alors je ne la vois pas. Et mais en gros, tu vas avoir un spray cet angle qui va diminuer du fait que ça a une forme de cloche. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah c'est comme enfin le fait les ondes en fait qu'on fabrique en électromagnétique qui ont des formes en cloche comme ça avec ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, bah très bien. Tu as répondu à toutes mes questions. Eh bien, Parfait. bonne soirée, puis merci encore pour ta présentation. Pas de souci. Tamiel, je te vois démuté. As-tu des questions? Oui, j'en ai une. Tu as dit que potentiellement un réacteur à fusion fonctionnerait d'ici 30 ans. Grosso modo, on n'est pas une vache près. Le souci, c'est que justement, on ne peut pas se permettre d'attendre 30 ans avec les énergies fossiles, justement, comme le pétrole, le charbon, Et le nucléaire. le nucléaire par fission. Ouais. Et du coup, j'ai plus ou moins deux questions. Une, ça serait d'ici 30 ans, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Ah, question qui est très intéressante. Oui, en effet, hein, la fusion nucléaire n'est pas là pour pallier aux problèmes imminents hein, des réchauffements, du changement climatique et de tout ce qu'il y a sur l'utilisation des énergies fossiles, comme tu dis. Quand je dis 30 ans, en plus c'est large et c'est pour les premiers réacteurs, donc c'est pas quelque chose qui va pouvoir qui va pouvoir remplacer tout. Et ça a pas pour but d'être une solution unique, ça c'est sûr. Alors, en fait, la réponse la plus classique pour attendre encore 30 voire plus d'années, c'est pas difficile, on reste sur le nucléaire qu'on a actuellement. C'est la solution la plus simple, c'est l'énergie décarbonée qu'on connaît, qu'on connaît, qu'on connaît bien. C'est ce qui produit le moins d'énergie, ce qui est le moins risqué, ce qui est le plus facile à produire, c'est même pas vraiment le plus cher si je me souviens bien. Je dois t'avouer que ça, c'est des sujets que je connais un peu moins, justement pour ces sujets-là. Allô? Ah, tu m'entends pas? Est-ce qu'on m'entend? Oui, là je t'entends. Tu m'entends? Allô, allô? Ah, il y a un Oui, souci. Tami, on t'entend. OK.
Et tu Désolé, m'entends mon pas, toi ordinateur n'avait plus d'électricité. Ah, écoute, bah, je vais te refaire la réponse. Tu m'entendais plus à partir de quand? J'avais même pas fini de parler en fait. Ah merde! Ah d'accord. Pourtant ça faisait une belle question. Mon ordi avait plus de batterie pile au moment où je posais ma question. Bah écoute, vas-y, relance ta question. Hein. Du coup, la première, c'est ouais, est-ce qu'il y a des solutions quand même qui sont dans les tiroirs pour pallier à ce gap de 30 ans entre maintenant et le premier réacteur potentiellement fonctionnel et qui pourrait qui pourrait démocratiser l'énergie qu'il produit. C'est pas très bien formulé, mais tu as compris l'idée. Et la deuxième, c'est j'avais une deuxième question, mais c'était quoi? Ah oui. Est-ce qu'il y a une possibilité d'accélérer tout simplement la recherche sur les réacteurs à fusion? Histoire de diminuer ce gap. Deux grandes questions. Donc pour la première, j'y avais déjà commencé à y répondre pendant que ça avait coupé. Donc la réponse était assez simple. On continue sur le nucléaire civil, simplement. C'est une énergie décarbonée super stable qu'on connaît bien. Il n'y a aucune raison de vouloir lâcher le nucléaire maintenant, nucléaire classique, hein, comme j'entends. Maintenant, justement, alors qu'on a une urgence climatique, c'est justement ça fait plutôt l'effet inverse, ça va augmenter les problèmes climatiques et les solutions qui font qu'on a de plus en plus de soucis climatiques. Donc pour la première question, je dirais, ouais, à mon avis, pour les 30, 40, 50 premières années, le nucléaire civil, ça marche très bien. C'est ce qu'il faut qu'on garde. Après, bon, t'as la deuxième solution que je vais te dire qui est un peu classique et écrit un peu partout, c'est consommer moins. Et ça, c'est un peu ce qu'il va falloir faire, hein, parce que de toute façon, il y a un moment, quand on a une barre au niveau de la tête, soit on se la prend, soit on baisse. Là, c'est un peu ce qu'on va avoir dans la tronche. Et ensuite, pour la deuxième question d'accélérer la recherche, je dirais deux choses. Il faut beaucoup d'argent. Donnez-en beaucoup. Je vous donne mon RIB. C'est un peu la recherche en général. Hein, il y a besoin évidemment de sous pour faire ça. Hein. Si je me rappelle, ITER là, il s'approche des 20 milliards comme projet. Peut-être plus, peut-être moins. Et donc du coup après moi pour le coup je dois t'avouer que je sais pas vraiment, il y a beaucoup de projets qui se font autour d'ITER, comme je disais, il y a les réacteurs un peu plus petits, il y a d'autres technologies, hein. On a des réacteurs, des tokamaks sphériques, donc ont une forme sphérique plutôt que toroïdale, donc en forme de donut. Il y a peut-être que les projets dont on a parlé plus tôt des Américains sur produire des réacteurs à fusion qui produisent de l'énergie fonctionneront bien. Là, c'est des questions globales un peu sur la recherche, comment faire pour qu'une recherche aille plus vite, et sans écorcher le français. Comment dire, c'est beaucoup plus de communication entre les labos qui travaillent sur les mêmes sujets, plus d'argent, et plus de cookies et plus de thé, quoi. J'ai envie de dire, après, c'est de la passion, quoi. C'est former des gens qui auront envie de faire de la recherche. Et là, c'est aussi sur du très long terme, et c'est un peu compliqué. Donc voilà, là, c'est question très, très vaste, hein, pour terminer. Bon, merci beaucoup. Et puis, t'as bien mérité ta bière. Mais il faudra venir la chercher. Et ouais, c'est vrai que former des gens qui ont envie de faire de la recherche, là je vois quand je relis ça écrit parfois, il faut aussi faire en sorte que la recherche donne envie, plutôt que de faire des gens qui ont envie de s'engouffrer là-dedans, quitte à y perdre la santé. Hein. Donc ça, petite pique au CNRS, hein, là l'MDR. De toute façon, j'ai déjà dit niquez-vous à EDF et à la SN, hein, on n'est plus à ça près.
Alors merci à tous d'être venus, bonne soirée à vous tous, et puis on se revoit au prochain MTES.